Maintenant, ça parle yokai. C'est parti, on est avec le bouquin, on est avec le logo qui est en dessous de moi. Bref, on est bien. Alors attendez, du coup, je suis sur la musique où ça chante. Je vais éviter quand même quand ça chante. Voilà. Les gens qui étaient là tout à l'heure quand on était 5 ou 6, malheureusement, ne sont pas là, mais c'est pas grave, on va quand même faire la lecture de yokai. Et c'est parti pour Bakezori. Non, Bakezori. Bakezori. Bakezori, qui a une jolie tête quand même. Moi, je tiens à le dire quand même. Il est mignon. Moi, je le trouve très très mignon. Voilà. On va se mettre comme ça. Comme ça, vous voyez son nom. Et moi, je peux lire le truc sans problème. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Il y a longtemps, vivait une famille qui maltraitait les chaussures. Une nuit, leur domestique, resté seul à la maison, entendit une voix qui faisait « Caroline, Coroline, Cancoroline ». 3 yeux et 2 dents. Idem les nuits suivantes. Effrayée, elle en fit part à la maîtresse de la maison. « Faudrait voir que j'écoute aussi cette voix, répondit-elle avec l'accent du Nord. On va se coucher ensemble. » Et à l'heure habituelle, le petit refrain « Cancoroline » ne manqua pas de se faire entendre. « C'est-il pourtant vrai ?» dit la maîtresse. « Demain soir, on verra bien ce qu'on va voir. » Les voilà encore en train d'attendre le lendemain soir, et quand survint le petit refrain, elles entrevirent cette fois, par l'interstice d'une porte, Bakezori, le monstre sandale, se dirigeait vers le débarras où cette famille abandonnait ses chaussures. Voici une autre histoire dans une maison de samouraï du pays d'Issei, dans l'actuel département de Mie. Un phénomène néfaste se produisait chaque soir vers minuit. Les tiroirs des armoires se retiraient tout seuls et les habits s'envolaient vers le salon. Le couloir, le jardin et diverses vaisselles se mettaient à danser à la folie comme si elles avaient des pieds et des mains, ceci jusqu'à l'aube. Le maître de la maison, qui était d'une nature hardie, ne s'en inquiéta pas outre mesure. Alors les malfaitards ne dansèrent plus que les soirs où le maître était absent. Les autres membres de la famille, au départ sidérés, prirent bientôt l'habitude de ce spectacle et finirent même par trouver cette danse inaccoutumée, très amusante. Découragés, les yokai finirent par tout arrêter. J'avoue que moi je serais pas très content de voir ça chez moi. Je sais pas mon truc. Pas mon truc. Ok, petite histoire d'un yokai. C'était la petite histoire du yokai, celle-là. C'était pas très trépidant, mais on va dire pourquoi pas. Pourquoi pas. On passe ensuite à Baki. Baki. Et non pas Baki, comme dirait Xari et Jiraya. Baki. Dans une région du sud, loin de tout, vivrait un monstre de 60 à 90 cm de long, ressemblant un peu à un fauve, mais avec les yeux sur le dessus de la tête. On dit qu'il court comme le vent et qu'il est si rapide qu'on ne peut discerner tout son corps. Là où il passe, les herbes se flétrissent et les étangs s'assèchent. On l'appelle Baki, c'est-à-dire l'ogre de la sécheresse. Il faut être aussi rapide que lui pour l'attraper par surprise. Ensuite, il ne reste plus qu'à le maintenir sous l'eau trouble. Il meurt alors de souffrance et les désastres disparaissent. À mon avis, ce Baki doit être de la même famille que Hidarigami. Il existe également un feu follet appelé Tenbi, qui sort d'Onsezu pendant les périodes de sécheresse. Si on ne réagit pas, il peut brûler une maison entière, tout comme le Prové, un yokai de l'ex-Yougoslavie, d'accord. Sauf que celui-ci brûle non seulement les maisons, mais aussi les montagnes et les forêts, paraît-il. Donc il est plus sympa, Baki. Baki doit aussi avoir un rapport avec cela, je pense. Dans chacune des régions où sévissent ces yokai, les gens construisent des petits temples et leur présentent des offrandes, même en ex-Yougoslavie. On dit que si on se moque de cette tradition, ces démons réapparaissent. À l'époque où le riz était la principale source de nourriture, et en fait la plupart des gens n'en mangeaient pas souvent, la sécheresse devait causer un effroi que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui. C'est sans doute pourquoi l'existence des yokai comme Baki, Hideigami ou Akajita, qui bloquent l'eau des rizières, était bien réelle. Ah, d'accord. Donc ça faisait devenir fou en fait d'avoir faim.
Ok, ok. Putain, vraiment les dessins à chaque fois, ça, je trouve ça dingue. On passe ensuite à Baku. Ah, il a une tête qu'on connaît lui. Je sais pas, il a une tête de monstre japonais qu'on connaît pas mal. Alors Baku, qui se nourrit des rêves des humains, est originaire... Baku, qui se nourrit des rêves des humains, est originaire de Chine. Sa silhouette ressemble à un ours, son nez est long comme celui d'un éléphant, ses yeux ressemblent à ceux du rhinocéros, sa queue à celle d'une vache, ses jambes sont puissantes et robustes comme celles d'un tigre et sa toison est mouchetée. C'est un yokai insolite qui rassemble des éléments de différents animaux. Évidemment, il ne faut pas le confondre avec le tapir que l'on appelle également Baku en japonais. Se faire manger de beaux rêves est plutôt fâcheux, mais les Chinois font appel à Baku pour qu'il dévore leurs cauchemars. Et quand sévit une mauvaise épidémie, la peste par exemple, ils demandent à Baku de manger les esprits maladifs considérés comme la source de la maladie. Au Japon, une légende du même type existe à Fukushima et à Kumamoto. Il s'agit d'incantations capables de neutraliser le maléfice des cauchemars. Il faut dire « Je donne à Baku le rêve de la nuit dernière », puis souffler 3 fois. Ou répéter 3 fois « Je vais manger à Baku le rêve de cette nuit ». Je fais manger à Baku le rêve de cette nuit. Je le fais manger à Baku. À Fukushima, on dit que si on se réveille la nuit à cause d'un cauchemar, il faut répéter 3 fois « Je le donne à Baku » pour l'oublier au réveil. À vrai dire, il est peut-être plus proche d'un animal spirituel que d'un yokai. Même le célèbre seigneur Toyotomi Hideyoshi gardait un portrait de Baku à côté de son oreiller, probablement pour lui donner à manger ses mauvais rêves. On dit aussi qu'on évite les épidémies en plaçant la peau de Baku en dessous de son lit, ou bien qu'on chasse les mauvais esprits en le dessinant. Ah, ok, donc c'est pour ça qu'on le connaît pas mal en fait, parce que ça reste on va dire un yokai bienfaiteur, en un sens. Ok. Nous avons ici le yokai suivant qui s'appelle Basan. Aussi appelé Bassa Bassa, il paraît que dans les montagnes du pays d'Iyo, actuel département d'Ehimeha Shikoku, pour qu'un enfant arrête de pleurer, il suffit de dire « le monstre Bassa Bassa va venir ». Tard dans la nuit, on entend un bruit, Bassa Bassa, à la porte ou à l'entrée de la maison. Mais quand on se dépêche d'ouvrir, il n'y a rien dehors. Bassa Bassa habite dans les profonds fourrés de bambou dans la montagne. Il ne se montre pas devant les humains, il se présente comme un coq géant et est également appelé chien phénix. Je me concentre, excusez-moi, j'ai la gorge qui part en cacahuète. Surtout, je vais trop vite, je vais beaucoup trop vite. Il expire une espèce de feu follet par la bouche. Dans la journée, il reste parmi les bambous. Le soir, il prend son envol vers on ne sait où. À vrai dire, il ne fait rien de mal aux humains. Un yokai en forme de coq est réellement effrayant. C'est Basilico qui habite au Chili. On trouve également Basilisque dans la mythologie grecque et romaine. Non seulement sa crête, mais aussi ses plumes sont rouges. On dit que Basilico naît d'un œuf de poule domestique vieux de 7 ans. Il naît tout seul en un jour, sans être couvé par sa mère. Au départ, il a la forme d'un serpent, mais en grandissant dans le noir sous un plancher, il prend la forme d'un coq. Avant cela, il n'apparaît jamais devant les yeux humains. Puis il sort discrètement et se met à sucer petit à petit le sang des humains endormis jusqu'à les tuer. On reconnaît tout de suite la poule qui a pondu l'œuf de Basilisco, car elle se met à annoncer l'heure comme un coq. Il faut immédiatement brûler les œufs et tuer la mère. Je pense que ce Basilisco doit être de la même famille que Basan. Ok. Bon, lui par contre, on est passé d'un yokai bienfaiteur à un yokai pas du tout bienfaiteur. Parce que lui, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas trop le délire de la maison, à ce que je comprends. On passe au suivant. On va en lire quand même pas mal, hein, histoire de bien s'amuser. Sans me défoncer la gorge non plus, hein. On va essayer quand même de... Je sais pas pourquoi, je crois qu'il faudrait que je fasse des cours de chant, ne serait-ce que pour ne pas me défoncer la gorge en parlant. Parce que c'est quand même pas super cool.
Alors, Basho ni Sumure. De manière générale, les esprits ou les fantômes qui n'ont que rarement l'apparence que les humains leur prêtent. Hein? Quoi? Ah, d'accord. De manière générale, ce sont les esprits ou les fantômes qui n'ont que rarement l'apparence que les humains leur prêtent. Quand j'étais enfant, le 49e jour après la mort de ma grand-mère, j'ai été pris d'une envie pressante quand j'aperçus un être blanc devant les toilettes. S'il y a quelqu'un devant mes toilettes, je flippe un peu aussi. J'eus si peur que je repartis en courant. Je ne suis pas sûr que c'était un esprit. C'était peut-être une illusion visuelle, due au fait que j'étais brusquement passé d'un endroit illuminé aux toilettes obscures. En tout cas, c'était très bizarre. 2 ou 3 jours plus tard, j'entendis quelqu'un marcher à l'extérieur de ma moustiquaire. En tendant l'oreille, je perçus un bruit de pieds frottant un kimono qui s'approchait de moi. Je sursautai en criant « Qui est-ce » Mais je ne distinguais rien d'autre que le silence d'une nuit rurale. Avec le recul, cette chose ne devait pas avoir la forme d'un être vivant tel qu'on l'imagine, puisqu'il s'agissait d'un habitant d'un univers que nos sens peuvent difficilement discerner. Jadis, on appelait le quartier au nord de la rue Sanjo à Kyoto la demeure des démons, car des esprits très anciens y habitaient. Un jour, un homme à cheval passait par là, lorsque soudain un orage éclata. Il descendit du cheval pour s'abriter au pied d'un pin immense. Mais la foudre tombant sur le pin, l'homme et sa monture moururent tous les deux, et leurs esprits hantèrent depuis ce temps cet endroit. Le lieu devint Heian, puis Kyoto. Il y eut de plus en plus d'habitants, mais les spectres étaient toujours là et taquinaient les passants. Ces esprits habitent là depuis extrêmement longtemps. Basho ni Sumure, littéralement l'esprit du lieu. Et cause des phénomènes surprenants encore aujourd'hui. D'accord, donc là c'est vraiment... ça c'est vraiment les monstres, enfin les fantômes au sens méga large quoi. Donc c'est pas une histoire en particulier d'un. Je préfère quand c'est l'histoire en particulier d'un yokai. Ça a souvent un côté très... je sais pas, c'est plus parlant. Ici, nous avons du coup, prochain yokai, Basho no Se. Basho no Se, pardon, voilà. Il faut que je prononce bien parce que sinon j'ai l'air d'un con. Jusqu'à récemment dans le royaume de Ryukyu, actuel département d'Okinawa, les forêts de bananiers s'étalaient sur des kilomètres. En les traversant la nuit, on rencontrait des êtres bizarres. Ces esprits sont aussi connus en métropole, en particulier en pays Shinshu, l'actuel département de Nagano. Une nuit, un bonze passait près d'un bois de bananiers quand soudain, une belle femme l'appela. Surpris, il la sabra et elle disparut. Le lendemain, au même endroit, il trouva des gouttes de sang. Il suivit ses traces et trouva un bananier abattu par terre. C'est ce qu'on appelle Basho no Se, c'est-à-dire l'esprit du bananier. Dans les Ryukyu, les femmes ne traversent jamais les forêts de bananiers. La nuit par crainte de croiser un beau garçon ou un monstre, car en les voyant, elles tombent fatalement enceintes. En les voyant. En 10 mois plus tard, le bébé a le visage... Et 10 mois plus tard, le bébé a le visage et les dents d'un ogre. Pas ouf. Il faut alors tremper dans l'eau de la poudre de feuilles de bambou nain et la faire avaler au bébé ogre pour l'étouffer. Et quand une femme a conçu une fois l'enfant d'un esprit du bananier, elle en aura un autre tous les ans. Oh putain. Elle en aura un autre tous les ans. C'est pourquoi il était strictement interdit aux jeunes femmes d'aller dans les forêts de bananiers. Retournons en métropole dans la région de Tottori, où je suis né. On dit que si on plante des bananiers basho autour d'une maison, ils se transforment en femmes. Il faut être muni d'un couteau pour éviter les assauts de femmes belles et monstrueuses. On trouve le portrait d'un esprit du bananier dans le livre de Seikien, le peintre de yokai de l'époque Edo. Les anciens devaient trouver ces arbres dégoûtants, c'est pour ça qu'ils les accusaient d'apporter les maladies et la mauvaise fortune. Je pensais pas que des bananiers pouvaient être des esprits frappeurs. Eh ben, ok, d'accord. Bata Bata. Il a un nom rigolo celui-là. Allez, on va aller jusqu'où? C'est quand le prochain, on va dire, double page?
Il est loin le prochain double page. Hein. Oh, il est méga loin. Ce sera Chochin Oiwa. On va peut-être aller jusqu'au C. Là, on est encore jusqu'au B. On est encore au B. Ah oui, c'est Chochin. C'est Chabukuro. Oh oui, putain, c'est avant Chochin Oiwa. Bon, voilà. Il y en a encore un petit peu à lire, quoi. Tac. Bata Bata. Dans le pays de Geishu, dans l'actuel département d'Hiroshima, existait Bata Bata. Ce nom vient du bruit qu'il faisait sur le toit ou dans le jardin la nuit. Batang batang, comme quelqu'un qui bat un tatami avec une baguette. Personne n'a jamais pu approcher à moins d'une douzaine de mètres, ni voir le monstre, car le bruit se déplaçait d'autant. Parfois, c'était dans des châteaux de daimyo, les seigneurs chefs de fief. Certains disent que ce sont des renards ou des blaireaux, mais d'autres disent que non. Une nuit, pendant mon enfance, tout était calme quand j'entendis soudain un bruit bizarre. J'avais l'impression qu'une palanquée de fantômes et monstres divers se trouvait dans l'obscurité. Il paraît que Bata Bata existe aussi à Tosa, dans l'actuel département de Kochi. Là-bas, on dit que le bruit est produit par des blaireaux. Son existence est également avérée à Wakayama pendant les nuits hivernales. À Geishu, on l'appelle aussi le frappeur de tatami. Dans un vieux livre, il est dit que le bruit se produit l'hiver quand le vent vient du nord-ouest, au 7e croisement du 6e bloc, là où se trouve une de ces pierres dressées que l'on appelle pierre Bata Bata. On pense que c'est elle qui fait ce bruit. Et quand on la touche, on attrape une sorte de malaria. Ok. En fin de compte, ce yokai n'est que bruit. Chacun lui imagine une forme selon l'image qu'évoque le bruit. Il y a longtemps, quelqu'un resta à surveiller une pierre, Bata Bata. Au bout d'un moment, il vit un nain sortir de la pierre et la frapper. Ok. Quand il essayait de l'attraper, le nain rentra se cacher dans la pierre. A noter que la plupart des pierres Bata Bata se trouvent derrière un temple ou dans une forêt isolée. Ça doit être cocasse. Ah mais d'accord, en plus là du coup, comme il a pas de visage, c'est c'en est qu'on a déjà vu. Lui on l'a déjà vu, c'est Akaname, lui je sais plus ce que c'était, mais voilà, mais ok, d'accord. Benkei Bori no Kawataro. Donc lui il est dans l'eau, on dirait un kappa. À l'époque d'Edo, une sentinelle du château Kagayama passait près de la douve de Benkei Bori, à Kudan, pour rentrer chez lui dans le quartier d'Ogawa. C'était une nuit d'une obscurité profonde avec une pluie fine. Soudain, dans l'eau, un être indéfinissable l'appela par son nom. Il se tourna vers l'endroit d'où venait la voix et vit un enfant lui faire signe de la main. Il crut que c'était un gosse de quartier qui était tombé à l'eau et lui tendit la main pour la secourir. Mais l'enfant restait immobile comme un roc, et c'est au contraire la sentinelle qui faillit se faire entraîner dans l'eau. Reprenant ses esprits, il retira la main de toute sa force et rentra chez lui précipitamment sidéré. Chez lui, on le retrouva dans ses vêtements mouillés et puants. Toute sa famille eut beau l'arroser et le laver, on ne put le débarrasser de cette mauvaise odeur. Le lendemain matin, il avait retrouvé ses esprits, mais il se sentait épuisé. Ce n'était que 4 ou 5 jours plus tard qu'il redevint comme avant et que l'odeur partit. Pour son entourage, il ne faisait aucun doute qu'il avait été victime de Kawataro, autrement dit, le gosse de la rivière. Kawataro... Tac. Ah, là il donne plein de noms. Alors attendez. Kawataro, Shibatengu, Mitsushi Kamui, Garappa, Kenmon, Kimjin, Kawazaru, Hyosue ou encore Suiko, tous doivent être des sortes de kappa. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ressemblent à un kappa. À bien les observer, même si chacun possède un aspect et des caractéristiques légèrement différents, ils ont tous la même odeur de pourriture. Putain, c'est vrai qu'on dit que les kappas ça pue. Et que ça mange vos entrailles par le cul. Mais ça, on le dit pas trop fort parce que voilà, bon. Ah, j'ai bien envie de lire celui-là. Il a l'air. Putain, c'est l'histoire la plus. Regardez, c'est l'histoire la plus courte que j'ai jamais vue. Mais j'ai bien envie de lire au moins jusqu'à lui.
Attendez, il m'en reste beaucoup avant de... Ouais, il m'en reste quand même beaucoup avant la lettre C. Ah, est-ce qu'on force jusqu'à la lettre C? Ça fait 20 minutes qu'on parle de yokai, là, pour le moment. Bon, j'aimerais bien lire au moins les deux, là. Beto Beto-san. Quand j'étais petit, quand je marchais dans la nuit, j'avais souvent l'impression d'être suivi par quelqu'un. J'avais beau me dire que ce n'était pas un monstre, j'avais trop peur de me retourner. J'avançais en essayant de surmonter la peur, mais je finissais par avoir des sueurs froides et mon cœur battait fort. On dit que dans ce genre de cas, il faut pousser sur le côté du chemin. Il faut se pousser sur le côté du chemin et dire « Passez devant, Beto Beto-san ». Passez devant, monsieur collant collant. D'accord. Pour que les bruits de pas derrière soi cessent. Un jour, quelqu'un marchait dans la nuit, une lanterne à la main, lorsqu'il entendit le fameux bruit de pas derrière lui. « Passez devant, Beto Beto-san ». « Je ne peux pas marcher devant. Il fait trop noir, répondit Beto Beto-san. « Alors je vous prête ma lanterne, répliqua l'autre. Grâce à la lanterne, Beto Beto-san put partir devant. Et il paraît qu'elle lui fut retournée le lendemain matin. Ce yokai est traditionnellement attesté dans le département de Nara, mais il semblerait qu'à l'origine il était présent partout au Japon. Du temps de mon enfance, on portait souvent des socs de bois. Ça faisait un boucan d'enfer dans la nuit. Un soir de lune, mon frère et moi marchions en faisant exprès de faire claquer nos socs quand nous entendîmes un autre pas derrière nous. Surpris, nous arrêtâmes notre boucan, mais le bruit derrière continua à nous suivre. Nous avions si peur que nous restions les yeux fixés droit devant nous. Ceci pourrait bien être une autre espèce de Beto Beto-san. D'accord. Vous avez déjà vécu ça, le syndrome, enfin voilà, le syndrome, mais justement ce truc de tu marches et t'as l'impression que quelqu'un te suit. Mais pas forcément parce que vous entendez, mais juste vous vous dites y a un bruit quoi. Et c'est vrai que mine de rien, c'est une expérience qui se fait assez souvent. Après, ce qui est marrant, c'est que les Japonais s'imaginent à chaque fois, enfin, se sont imaginés un moment à chaque fois une explication très folklorique avec des esprits, etc. Je trouve ça assez amusant. C'est vraiment marrant de se dire ça, quoi. Ils ont vraiment une explication pour tout. Alors, Bijin-sama. Les jours où Bijin-sama passe, les habitants de la montagne arrêtent leur besogne. On raconte l'avoir vu sous la forme d'une boule ronde au milieu d'une sorte de nuage noir, avec des paillettes bleues et rouges qui pendaient par-dessous, tout au fond dans les montagnes du pays Shinshu, actuel département de Nagano. Il était plus grand que les 2 bras ouverts et faisait un bruit comme un arbre qui gémit. Quelqu'un d'autre l'a vu sur le mont Tateshina par un jour ensoleillé, vers 2 heures de l'après-midi. En somme, ça doit être un dieu de la montagne. N'empêche qu'il a une drôle d'allure. Ceci dit, les dieux de la montagne ont des apparences variées selon les massifs sur lesquels ils règnent. Et si les habitants arrêtent de travailler le jour où ils passent, c'est pour manifester leur respect envers le dieu. Dans les montagnes, il existe nombre de tabous et d'interdits relatifs aux dieux de la montagne. Ah, ok. C'est histoire très courte. Un dieu qui n'a pas grand-chose en soi, mais qui... un yokai qui n'a pas grand-chose en soi à raconter, mais qui au moins a la décence d'avoir ce petit aspect un peu rigolo. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que là on en a quand même... j'en suis quand même à... Ouais, je dois en lire encore pas mal avant de passer au suivant, donc je pense qu'on va s'arrêter là. En plus on en a lu un bon paquet, je sais pas combien j'en ai lu là. Moi j'en ai lu, tiens ça va être marrant de compter. On en était à... Bakemono, non Bakemonoko on l'a déjà fait. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en a fait 10. Eh, quand même.